Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des embeddings et comment ça permet à ChatGPT d'avoir une mémoire quasi infinie et de pouvoir s'adapter à n'importe laquelle de vos spécialités. Donc, ce qu'il faut savoir déjà sur ChatGPT, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par l'interface graphique d'OpenAI pour pouvoir discuter avec. On peut créer des interfaces qui sont personnalisées et l'adresser avec une API. Donc, avec l'API, on a un fonctionnement qui est un peu différent de l'interface classique. Le premier, c'est que sur l'API, on va pouvoir mettre en avant un contexte. Donc, un contexte, c'est quelque chose qu'on va envoyer en prérequis à la conversation qui va permettre de cadrer la conversation et donner toutes nos instructions avant de commencer réellement à discuter avec notre bot. Ensuite, on va pouvoir lui envoyer des messages. Donc là, des messages qui sont avec un rôle, donc user ou agent, qui est ChatGPT, et un texte. Et on va pouvoir faire une succession de messages qui vont nous faire une conversation et qu'on renvoiera à chaque fois à ChatGPT. Donc, ce qu'on peut déjà savoir, c'est que ChatGPT n'a pas de mémoire. Il va toujours recevoir tout le contexte de la conversation et après générer un nouveau message de réponse. Et quand on va lui répondre, donc là on va lui réécrire, il va régénérer un nouveau message de réponse avec tout le contexte. Ça, c'est intéressant pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on va pouvoir créer des conversations qui n'ont pas de limite de temps à partir du moment où on stocke cette conversation dans une base de données tiers. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir aussi simuler des conversations pour demander à ChatGPT différentes informations pour suivre un raisonnement. Donc par exemple, on peut avoir un exemple de conversation où là on met un gros contexte sur les tâches que ChatGPT doit faire. Ici, on va mettre de la donnée non structurée d'un client. Et après, donc ChatGPT va nous répondre une réponse bateau. Et après, ici, on va pouvoir lui demander des questions particulières pré-générées pour avoir des réponses qui vont s'inscrire. Là, c'est la réponse de ChatGPT. Donc, on va mettre B pour bot. Et une question et un B pour bot. Donc on va pouvoir pré-générer des questions et que ChatGPT nous fasse des réponses qu'on pourra renvoyer dans un second temps. Donc là, c'est la Q1 bot 1, Q2 bot 2. Dans un template en disant Q1, hop, réponse B1, Q2, hop, réponse B2. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut faire sur ChatGPT. Ensuite, on a des contraintes qu'on ne maîtrise pas sur ChatGPT, qu'on peut adapter à la volée dans la conversation. Un des trucs qui peut être intéressant, c'est de mettre la date du jour à ChatGPT directement dans le contexte. Ça va nous permettre de faire en sorte que ChatGPT ne pense plus qu'il est la date de son dernier entraînement, mais qu'il est la date du jour, et donc de pouvoir faire des réponses relatives. Donc si je lui dis demain, il va prendre la date que je lui ai donnée en contexte, et demain, il va faire plus un jour pour trouver une nouvelle date. On va pouvoir aussi mettre les interlocuteurs. Donc on peut dire le nom de l'interlocuteur. Donc dire que c'est Alex qui parle, et du coup, quand je vais dire « je », il va savoir que je parle de moi. On peut mettre potentiellement son agenda. Si on veut faire un bot de prise de rendez-vous, on va pouvoir mettre son agenda directement en contexte. Et puis comme ça, ChatGPT connaîtra nos disponibilités à chaque fois qu'on l'interroge, etc., etc. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça va être de faire un ChatGPT qui a un contexte beaucoup plus fourni que celui qu'on pourrait lui donner ici. Donc pour ça, on se retrouve avec plusieurs solutions. Soit on a des tâches très particulières
Donc ici, pour fournir un contexte plus riche à ChatGPT, on a plusieurs solutions. Soit on a des tâches très particulières et on peut dire, OK, le contexte de ma question est quasiment toujours le même. Donc on pourrait prendre ici que le contexte est toujours la date et l'interlocuteur. Hop. Et ça ne change jamais. On pourrait dire, on peut aussi avoir, par exemple, si on veut faire un bot de gestion de tâches, se dire que là, on va prendre notre to-do. Donc, on a une méthode qui récupère notre to-do, qu'on injecte tout le temps en contexte. Donc, on va récupérer avec du code tout le temps en contexte et qu'on va l'injecter dans notre bot à chaque appel. Donc ça peut être une donnée qui est dynamique et qui va se mettre à jour sur chaque appel pour pouvoir modifier notre to-do. On peut avoir une autre méthode qui est de prendre la question de l'utilisateur, l'envoyer dans Google. Ça, c'est un usage que certains font. Prendre la réponse de Google qu'on envoie en contexte. Tac. On prend la réponse de Google qu'on envoie en contexte. Et on dit à ChatGPT, réponds aux questions que je vais te poser en fonction du contexte que je t'ai envoyé. Et donc là, on peut remettre la question du user. Et là, ChatGPT va nous donner une réponse avec un contexte qui est changeant. Et là, ce qui est particulier avec ça, c'est que on commence à avoir un contexte qui va utiliser une partie de notre recherche pour avoir des solutions. Soit les solutions vont être envoyées à ChatGPT en contexte. On va pouvoir reposer exactement la même question que celle qu'on a mis à Google pour avoir une réponse personnalisée. Et là, on va avoir une réponse qui est textuelle et qui répond réellement à notre question. Ensuite, on peut avoir un usage qui peut être sur des données qui ne sont pas forcément référencées dans Google. Et donc pour ça, on a une solution qui s'appelle les embeddings. Donc les embeddings, c'est quelque chose qui va permettre de transformer des documents. Donc ça peut être des articles de blog, ça peut être des paragraphes de livres, ça peut être de la documentation interne, en un vecteur qui est grosso modo une position dans l'espace. Donc on peut imaginer qu'on a un petit moteur d'embeddings où là on va avoir nos documents. Donc là on a un document A, on va avoir un document qui traite de la même chose qui va s'appeler A'. On va prendre A2, là on a A1, là on a un autre document qui va s'appeler B1, un autre document qui parle d'autre chose qui va s'appeler C1, et un autre document qui ressemble un peu à B qui va s'appeler B2, et un peu à B qui va s'appeler B3. OK? Là on va avoir notre tout petit moteur d'embeddings qui va nous répartir les documents pour que les documents qui parlent de la même chose soient les plus près dans l'espace et les documents qui parlent de choses différentes soient les plus éloignés dans l'espace. Donc on peut imaginer une espèce de grande salle d'archives qui sera une base de données de vecteurs où à chaque fois, chaque document va avoir des coordonnées. Donc là, on peut faire ici, hop, hop, et hop, X, Y, Z. Et on peut dire que les A, ils vont se retrouver en X0, Y1. Donc là, 0, Y1, Z0. Ça, c'est leurs petites coordonnées de vecteurs, une fois qu'ils passent dans l'embeddings. Donc, ils vont se retrouver là. Et puis là, on va avoir A2 qui va être 0, 0,8, 0, une fois qu'il est passé dans le moteur d'embeddings. Donc, il va se retrouver ici. Et puis, on a B qui peut se retrouver là, B1. On peut avoir C qui va se retrouver ici, C1. Et puis là, on a B2 et B3. Donc ça prend un document, ça le transforme en vecteur et ça le positionne dans l'espace. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'on va pouvoir mettre toute notre donnée qui n'est pas référencée dans Google dans ce genre de base de données. Et ensuite, quand on va venir poser une question Q1 qui va ressembler, qui va avoir à peu près le même champ lexical et les mêmes mots que les documents B1, B2 et B3, quand on va le passer dans ce moteur, ça va nous dire, OK, pour ta question, tu vas te retrouver à peu près ici. Q1 va se retrouver ici.
Et donc, quand on se retrouve ici dans l'espace, on peut utiliser une fonction qui permet d'avoir tous les documents qui sont près de nous. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un nouveau workflow qui est Q1 en embeddings, et il se retrouve avec un vecteur qui serait, donc ici, x1, y1, z0, x1, y1, z0. Et là, on va prendre tous les documents qui sont autour de lui. Donc, on va avoir B1, B2, B3. Et là, on va reprendre le contexte de ChatGPT. On va lui dire, fais-nous une réponse en langage naturel pour répondre à notre question, à partir des documents B1, B2 et B3. Donc là, on va pouvoir reprendre notre question. Donc tout ça, c'est un moteur en code qui va faire cette recherche pour nous, qui reprend le même schéma qu'avec Google, sauf que c'est sur nos documents personnalisés. Ici, on va pouvoir lui renvoyer Q1 et on va avoir ChatGPT qui va nous faire une réponse à partir de la documentation B1, B2, B3. Et là, on se retrouve avec du coup ChatGPT qui va avoir une grosse base de connaissances quasi infinie qui est tout ce qu'on peut stocker dans notre bibliothèque ici pour faire des réponses et pouvoir les justifier grâce à la ressource qu'on lui donne en entrée. Ce qui est intéressant, c'est que sur GPT 3.5, donc le modèle le moins cher, on peut mettre environ 3000 mots. Et sur les modèles 4, aujourd'hui, on est limité à environ 7000 mots. Et on est censé avoir un accès bientôt qui pourra monter à 30 000 mots. Donc on pourra mettre beaucoup de documentation ici et de documents ici en contexte pour avoir des réponses personnalisées et des réponses qui vont aussi beaucoup plus loin. Donc ça peut avoir un intérêt pour, par exemple, si on veut une espèce de service d'avocat intelligent, on peut lui mettre le code civil dans une bibliothèque grâce à un moteur d'embeddings, poser une question, que ça parte dans l'embeddings, que ça retrouve les articles et les textes de loi qui sont les plus proches de nous. Une fois que ça sort les textes de loi qui sont les plus proches de nous, on peut dire à ChatGPT, OK, tu es un avocat spécialisé dans la défense pour X ou Y thème. À partir de ces documents de loi, essaye de répondre à mes questions. Là, on lui repose la question de loi qu'on lui donne et on peut lui dire de justifier. Et là, il va nous faire une réponse en langage naturel qui va justifier avec tout le contexte qu'on lui a donné en entrée. On peut faire la même chose avec des livres de médecine, des livres spécialisés dans une ou une autre thématique. On pourrait faire ça en agriculture, par exemple. On pourrait faire ça en physique pour nous aider à rechercher dans la documentation. On peut aussi faire ça avec des articles de blog ou des façons de vendre. Si on a beaucoup d'emails de vente, eh ben, on peut retrouver les emails de vente qui sont les plus proches de la proposition commerciale qu'on veut faire à notre client et demander à ChatGPT de construire un nouvel email de vente à partir des exemples d'emails de vente qu'il va recevoir. Et comme il aura des exemples qui seront plus pertinents, sa réponse sera plus proche de notre style et donc sera aussi plus personnalisée. Une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est que dans un workflow d'entreprise, il va y avoir deux phases. Il va y avoir une phase d'entraînement et de setup, grosso modo, où on va créer cette bibliothèque et on va travailler aussi sur quel est le bon prompt ici qu'on peut mettre pour que les réponses soient pertinentes. Et une étape de run où là, on va pouvoir faire une interface graphique dédiée pour pouvoir lui poser nos questions à la chaîne et avoir nos réponses. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter directement via LinkedIn ou en commentaire pour qu'on puisse discuter de comment implémenter ça dans votre entreprise ou pour vos usages.